francophone. Au départ, le Cameroun n'était pas francophone et anglophone. Le Cameroun était germanophone. Germanophone parce que dans la lutte de la France avec l'Allemagne pour les territoires de l'Alsace et la Lorraine, à un moment donné en 1870, la France, pour calmer les velléités de l'Allemagne, lui a proposé ces territoires qu'elle avait déjà conquises, à l'occurrence le Cameroun et le Togo. Donc le Togo et le Cameroun appartenaient à l'Allemagne dès 1870. Au terme de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est battue et la SDN, la Société des Nations, qui a précédé l'ONU d'aujourd'hui, a décidé de retirer, bien entendu, les interlocuteurs de la SDN, la France faisait partie, a donc décidé de retirer à l'Allemagne le Togo et le Cameroun, la France, et de les mettre sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Et c'est comme ça que le Cameroun est donc placé sous tutelle de la France et de l'Angleterre, et après sous protectorat de la France et de l'Angleterre. Et ça fait à partir de ce moment-là, va exister un Cameroun administré par l'Angleterre et un Cameroun administré par la France. Donc moi, Jean-Luc, j'ai fait partie de la partie du Cameroun. J'ai grandi dans la partie du Cameroun qui a été administrée par la France et qui a obtenu son indépendance dans les années 60. Je dois dire que quelque chose m'a beaucoup frappé quand je grandissais. Mon papa a travaillé au PTT. Et quand nous allions de ville en ville pour ces raisons de travail, je voyais des Français arriver à la maison avec des grosses caisses. C'était les caisses de matériel de travail. Et comme il était au PTT, à l'époque, tout était en construction au Cameroun, ces Français venaient parce qu'il fallait équiper les postes et télécommunications. Et je les voyais arriver, ils arrivaient chez nous à la maison, ils s'asseyaient, ma maman leur servait à manger, ils s'asseyaient sur les nattes, surtout qu'on était dans la partie septentrionale du Cameroun, le nord et l'extrême nord, ils s'asseyaient même le sol sur les nattes, et ils ne mangeaient pas avec les fourchettes et les cuillères, non. Ils aimaient bien laver les mains parce que c'est la culture de l'extrême nord et d'une majorité des Camerounais de procéder ainsi. Et, comment dire, il y avait une convivialité, une joie que moi je notais en grandissant. Je voyais mon père avec ces gens arriver, qu'il appelait, mais Gilbert, tu as oublié, il faut qu'on prenne peut-être ceci, non? Et je suivais les éclats des rires, je sentais, comment dire, une fraternité. Je ne voyais pas dans leur relation une différence. Et c'est là que j'ai découvert les voitures comme la 2 chevaux, la 504 familiale. Je les voyais ranger le matériel pour aller travailler. Donc, tôt, moi, comment dirais-je, été confronté, j'ai expérimenté une relation de fraternité avec des Français. Alors, il faut même dire que certains venaient avec leurs épouses. Certains venaient avec leurs épouses, parfois avec les petits-enfants. Et on jouait sans qu'on ressente une espèce de frontière entre nous. Et puis bon, plus tard, je vais grandir, nous allons continuer notre parcours, je vais suivre mes parents comme c'est le cas des enfants, lorsque les parents vont de ville en ville. Et je vais étudier dans un premier temps jusqu'au brevet. C'est comme ça qu'on dit, le BEPC, oui, brevet. Et ensuite, je vais arriver en classe de première, mais je n'aurai pas la possibilité de passer le probatoire qui est le premier bac. Et par la suite, donc, je vais aller à l'université parce que j'ai appris qu'à l'université, avec le BEPC et la classe de première, on peut faire le diplôme qu'on appelle la capacité en droit et économie. Je vais donc passer ce diplôme de 95 à 97. Et ensuite, je vais chercher très vite le travail parce que, étant dans une très grande famille de 10 enfants, il fallait aider mon papa, pas 10 enfants, avec une seule femme, parce qu'il a divorcé entre-temps avec ma maman et il s'est remarié.
Il a fait 6 enfants. Et avec ma maman, ils avaient eu 4 enfants, 4 garçons. Alors, le Cameroun des années 90 va être frappé par le programme d'ajustement structurel. La Banque mondiale et le FMI vont demander au Cameroun de mettre une bonne partie de son personnel dehors. Ce qui est étonnant, c'est que les mesures d'ajustement de la Banque mondiale se sont révélées aveugles parce que pour les pays en développement comme le Cameroun, quand l'État forme un professeur de lycée, ça lui coûte de l'argent. Mais on va lui demander de mettre des infirmiers, des médecins, des enseignants de lycée à la porte, y compris des hauts fonctionnaires de l'État. Ça, c'est au début des années 90. Et de baisser drastiquement les salaires. En 97, donc, l'État se retrouve avec une fonction publique qui a été presque vidée. Et là, la Banque mondiale dit, oh, l'opération de compression n'a pas donné ses fruits, il faut recruter à nouveau. Mais en recrutant, il faudra pas que le nouveau personnel puisse bénéficier d'une pension retraite prise en charge par l'État, mais que ce soit lui-même qui construise son fonds de pension retraite comme il pourra avec l'argent qu'on va lui donner. La Banque mondiale va verser l'argent à l'État camerounais, mais l'État camerounais seulement ne va pas respecter cet accord avec la Banque mondiale. C'est des salaires des misères qui vont être versés au personnel temporaire. Moi, j'étais donc personnel temporaire dans un ministère des investissements publics et de l'aménagement du territoire où j'ai commencé à travailler de 1999 jusqu'en 2004. Alors, 2002, je fais une demande de visa à l'ambassade de France. Pour faire, comment dire, il y a toute une démarche pour demander un visa. Bon, j'essaye de rassembler, parce que c'est trop de formalités vraiment. J'essaye de me débrouiller comme je pouvais, avec l'appui des amis que j'avais en France, que je connaissais déjà depuis des années, qui étaient venus au Cameroun, qui ont y séjourné, qui sont rentrés en France, et m'envoient les certificats d'hébergement qu'il fallait, tout, je monte mon dossier, je le dépose. Alors, les ambassades de l'Union européenne ont affiné leurs conditions, puisque c'est des conditions qui sont affinées tous les jours. Il faut qu'ils se rassurent que celui qui demande le visa a des points d'attache, et l'un des points d'attache, c'est le mariage. On se dit, quand vous avez une femme, vous avez des enfants, forcément que vous avez quelque chose qui vous retient. Si vous partez, peut-être si vous avez demandé un visa pour 3 ou 6 mois, certainement qu'au terme de ce temps-là, vous rentrerez. Il faut avoir des garanties économiques, peut-être des plantations, peut-être une entreprise et autres. Quand on ne peut pas satisfaire à toutes ces conditions, l'obtention d'un visa est très difficile. Ça fait que le visa devient un outil discriminant, fortement discriminant, qui fait que seule une certaine catégorie sociale des sociétés des pays en développement peuvent prétendre à la mobilité. Donc, la mobilité devient quelque chose de précieux à laquelle n'a pas accès tout le monde. Ça lui dit simplement que bon, j'ai des amis en France, je voudrais aller les voir pendant 2 mois et je rentre chez moi au Cameroun. Non, ça c'est un luxe qu'on n'accorde pas, aux Camerounais du commun de mortels. Non, ils vont vous dire non. Puisque, alors moi, qu'est-ce que Madame Larose, la consul de l'époque, disait? Elle expliquait à mes amis en France que est-ce que vous vous imaginez que même le salaire minimum garanti en France est supérieur au salaire de certains cadres. Quand vous nous demandez de donner le visa à quelqu'un qui a à peine 50 € le mois de salaire, qu'est-ce qui nous garantit qu'il rentrera au Cameroun? Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé dans une situation de nini. On ne m'a pas donné, on ne m'a pas refusé. Ils m'ont juste rendu mon passeport. Bon, j'ai accepté, j'ai continué à travailler. Mais à un moment donné, face aux responsabilités de la famille, aux difficultés au travail,
à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut quand même un jour me décider. Alors, quelques jours, là nous sommes à la fin de l'année 2004, j'ai donc décidé de... L'idée de partir s'est fait forte en moi. J'ai rangé mes affaires tranquillement, puisque je ne pouvais pas informer mes deux parents qui vivaient encore à l'époque, parce qu'ils ne sont plus vivants aujourd'hui, de mon départ. Ils n'auraient jamais accepté. J'ai fait des courriers, j'ai envoyé à chacun d'eux pour les informer de mon départ. Et le 1er janvier, je crois, samedi, le 1er janvier 2005, j'ai pris le train de Yaoundé pour l'extrême nord à plus de 1000 km. Et je suis arrivé, comment dire, dans le train, j'étais assis en face de quelqu'un qui m'a posé la question de savoir où j'allais. Je lui ai dit à Agadez. Il m'a dit, ah, moi aussi je vais acheter les pagnes à Agadez. C'était un commerçant du Nord qui vivait dans la capitale, à Yaoundé. Et c'est comme ça que nous avons voyagé jusqu'à la frontière de l'extrême nord, qui est Amchidé, la partie camerounaise, et la partie nigériane, Banki. Et arrivé là-bas, ça a vraiment été une chance pour moi parce que il fallait changer une partie de mon argent. D'ailleurs, j'avais à peine 100 euros, hein, donc 65 000 francs CFA. Il fallait changer une partie de cet argent, convertir en Naira pour pouvoir continuer, pour traverser le vaste territoire du Nigeria. Isabelle, tu disais que tu vas montrer sur la carte. Est-ce que ça apparaît? Parce que... Et avant de traverser la frontière, alors je vais dire ceci, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Amchidé, qui est aussi Banki, parce qu'à un moment donné, cette frontière avait un seul nom, Banki. Et puis plus tard, bon, pour des raisons géostratégiques, le Cameroun a donné le nom d'Amchidé. Oui, la frontière du Nigeria sur la frontière du Cameroun avec le Nigeria, du côté de la province de Maïdougouri. Maïdougouri, le premier État qui est collé au Cameroun. Alors, il faut dire que ce qui m'a frappé à cette frontière du Cameroun avec le Nigeria en 2005, c'est que quand vous arrivez, vous trouvez un tapis de sable. Vous avez des enfants qui jouent de part et d'autre de ce tapis de sable. Vous voyez des bêtes qui partent d'un côté, c'est-à-dire le côté qui est le côté du Nigeria, pour venir du côté du Cameroun, brouter. Vous n'apercevez vraiment aucun soldat. C'est tellement calme. Ce qui vous fait réaliser que vous êtes à une frontière, c'est les drapeaux camerounais et nigérians qui flottent de part et d'autre de cet espace qui est recouvert d'un tapis de sable. Et c'est même des drapeaux qui sont placés tellement discrètement, comme si les deux États avaient peur de mettre en avant, comment dire, leur souveraineté nationale. Et ça m'a beaucoup frappé. Et du coup, j'ai appelé cette frontière la frontière tranquille. Ça, c'était en 2005. Hein. Ça ne l'est plus aujourd'hui, puisque Boko Haram et comment dirais-je, a mis le désordre là-bas à travers tout ce que Boko Haram fait. Je crois que vous savez un peu ce que c'est que Boko Haram, non? Oui. Bon, alors, donc ça fait que en 2005, c'était une frontière vraiment tranquille. J'ai traversé, j'ai converti mon argent en Naira. Ce monsieur qui devait aller à Agadez s'est arrêté là parce qu'il avait une urgence. Il m'a donc recommandé aux chauffeurs de car nigérians, en leur demandant à chaque étape de me recommander à un nouveau chauffeur et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à Agadez. Et c'est comme ça que j'ai pu voyager, traverser le Nigeria vraiment de part en part jusqu'à Kano. À Kano, j'ai pris un autocar jusqu'au Niger. Première ville du Niger, c'est Zender. J'arrive à Zender, comment dire, en un jour, j'ai fait 3 pays. J'ai traversé 3 pays, le Cameroun, le Nigeria, et je suis arrivé à minuit passé à Zender. Quand j'arrive à Zender, le chauffeur du car qui m'avait pris au Nigeria, à Kano, pour le Niger, ne me laisse pas au stationnement. Tout le monde descend, je vais descendre, il me dit non, toi reste. Il me demande mais comment je reste, les autres descendent.
Il me dit, non, reste, je vais t'amener là où on pourra te conduire sur la suite de ton parcours. Alors, je ne sais pas comment il avait deviné, comment il avait senti que Jean, lui, est quelqu'un qui est dans un parcours. C'est comme ça qu'il m'a amené dans un domicile. Il est arrivé, c'était la nuit, il a klaxonné. J'ai vu des jeunes qui sont venus. Il m'a demandé de descendre et il m'a simplement souhaité bonne suite de mon voyage et il a disparu dans la nuit noire. Et alors, il se passe donc que là, je me retrouve entre les mains des passeurs. C'est quand je suis entre... Il m'amène à l'intérieur, il m'installe calmement, il me demande, mais où vas-tu? Je me sens, comment dire, impuissant. Parce que je ne savais pas là où j'étais. Je suis dans une maison, à l'intérieur, il y a la clôture. On t'amène à l'intérieur et puis on te demande, on t'installe bien. Ils sont calmes, mais ils me demandent où est-ce que je vais. Je les regarde parce que là, je perds l'usage de ma parole. Je me demande, mais je suis pris en otage, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, non, calme-toi. Où est-ce que tu pars? Nous avons ici des voitures qui peuvent te mener partout où tu pars. Je leur demande, alors, vous pouvez me conduire jusqu'où? Ils me disent jusqu'en Libye, jusqu'à Alger, partout où tu voudrais aller. Je leur dis, bon, moi je pars à Agadez. Je ne pars pas plus loin que ça, je pars à Agadez. Ils me disent, bon, ben, dans ce cas, tu nous donnes 50 euros. Je leur dis, non, c'est beaucoup. 50 euros, c'est beaucoup. Et finalement, en marchant, je leur donne 40 euros. Je me rends compte par la suite qu'ils prennent, comment dire, peut-être 10 fois ce qu'une agence régulière aurait pu me prendre pour le même parcours. Et ils le prennent 10 fois. Et c'est comme ça qu'on sort, le migrant est sorti de sa route pour être pris par les migrants. Alors, pas les passeurs. Il faut donc, moi, ce qui me frappe aussi à cette étape, c'est que je me rends compte par la suite en analysant mon parcours, parce que ce que je ne vous ai pas dit, peut-être, puisque je reprends ça de façon orale, c'est qu'en partant du Cameroun, j'avais mis des papiers, des carnets, des stylos, des ciseaux, des crayons, des gommes dans mon sac pour noter les étapes de mon parcours au fur et à mesure, dans l'idée de prévoir une éventuelle disparition. Au moins que ces notes servent d'explication pour que mes parents, en lisant, puissent comprendre, parce que dans le cahier, j'ai bien mis leur adresse, tous leurs noms, le nom de ma maman, de mon papa. J'ai indiqué les numéros de téléphone, comment on pouvait faire pour les retrouver. Et en expliquant bien que toutes ces notes que je prends, c'est pour eux, au cas où je venais à disparaître pour toujours. Au moins, ça leur permettra de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir faire leur deuil. Et donc, à Zender, je réalise que la figure du passeur qui est toujours associée, comment dire, à un criminel, là, à Zender, ce n'est pas le même cas, parce que là, j'observe directement que c'est une activité qui leur permet de vivre, parce que c'est une activité qui implique, par exemple, chez qui j'étais, les enfants d'une même femme, leurs grands frères, parce que je vais trouver, si vous avez lu le livre pour certains, je parle des voitures qui sont en cale, les vieilles voitures que je trouve en cale dans la concession familiale, et leur grand frère qui a déjà un peu amassé de l'argent, qui commence à, comment dire, à prospérer dans cette activité. Lui, il habite ailleurs, dans une maison qui est plus confortable avec ses 4 ou 5 femmes, et ses frères sont toujours dans la maison familiale, à l'état-major, où on reçoit les migrants, et pour les faire continuer leur parcours. Alors, pourquoi je dis que c'est une activité, comment dire, comme une autre, ce n'est pas une activité, pour eux, ils ne prennent pas ça comme une activité criminelle. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous arrivons à Agadez, nous trouvons Maman Nora. Là-bas, c'est une femme. La figure du passeur à Agadez est une femme. Il y a des hommes, mais on retrouve aussi une femme qui est, comment dire, qui est chez elle, avec des hommes qui sont à son service, qui arrive avec des chauffeurs, elle a des pick-up, elle a des chauffeurs, elle a des hommes qui sont à son service, et quand les migrants arrivent, on les introduit là où elle est assise avec ses pieds
en forme de V, calme. On sent que c'est elle qui est la chef dans cette concession-là. Et quand vous arrivez, vous ne la saluez pas avec la main, non, c'est une notable. Vous vous asseyez sur les nattes en face d'elle, elle vous regarde, et quand elle prend la parole, elle vous demande si vous avez bien voyagé. Vous lui dites oui, on a bien voyagé, et elle vous demande dans quelles conditions s'est passé le voyage, vous échangez un peu avec elle, et puis elle vous prévient que la vie est difficile à Agadez. Est-ce que vous avez des mandats que vos familles vous feront parvenir, ou alors est-ce que vous avez des liquidités sur vous, comme ça vous payez. D'ailleurs, d'abord vous devez choisir si vous voulez aller en Libye, ou si vous voulez aller en Algérie. Ceux qui veulent aller en Algérie, qui ont l'argent, ils payent. Ceux qui attendent des mandats, bon, ils vont être logés dans le camp de cette femme-là. Alors, il faut dire une chose, c'est que le Niger de 2005 dans lequel j'arrive est un pays très pauvre, frappé par une sécheresse et une famine, vraiment que le pays n'avait pas connue depuis des années. C'est une situation catastrophique. Le Niger est un pays où on ne trouve pas de l'eau à boire. J'arrive dans ce type de Niger en 2005 où il n'y a pas d'adduction d'eau potable. J'arrive dans un Niger où il n'y a pas des sanitaires. On fait caca partout. Et ce qui me frappe, ce n'est même pas le fait qu'on fasse caca partout. Ce qui me frappe, c'est surtout que je vois des carapaces de vaches décédées partout comme ça. Et je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant d'animaux morts dans la ville? D'animaux à la viande comestible. Et c'est là qu'on me dit, le pays est frappé par une sécheresse qu'elle n'a pas connue depuis des années. Je réalise immédiatement que le Niger est un pays très pauvre, frappé par des catastrophes naturelles. Et là, nous sommes à Agadez, c'est déjà, c'est déjà le désert. Hein, quand on parle du désert, parce que le Niger lui-même est un espace désertique de part en part de désert. Et quand le Niger, quand vous êtes déjà à Agadez, vraiment vous êtes déjà là dans le désert, parce que c'est d'Agadez qu'on part lorsqu'on voudrait se rendre en Algérie, qu'on traverse le désert de Ténéré. Le grand désert de Ténéré, c'est à partir d'Agadez. Alors, moi, je vais donc rester à Agadez pendant 1 mois, je crois, et 25 jours, parce que je n'avais plus l'argent. Mon argent est fini, puisque j'avais à peine 100 € au départ du Cameroun. Mon argent s'arrête à Agadez. Et ce qui me frappe, en tout cas, se termine à Agadez, finit à Agadez, ce qui me frappe, c'est que Agadez est très pauvre. Mais Agadez a tellement de bureaux de Western Union. Tellement de bureaux de Western Union que je me demande, mais comment ça? Ça, c'est quand même un grand contraste. Une région pauvre comme ça avec les Western Union. Et là, je réalise que le pouvoir du capitalisme, lui, il a le flair. Il sent toujours. Là où il sent qu'il peut, prendre de l'argent, il n'hésite pas à s'installer. Donc, le capitalisme s'est installé là-bas à travers les Western Union, sans se soucier que dans ce pays il manque de l'eau, sans se soucier que ce pays n'a pas d'arbres. On peut lancer des campagnes de reboisement pour pouvoir arrêter des catastrophes, stopper des catastrophes écologiques. Non. De voir simplement les vaches mourir, le troupeau des éleveurs mourir comme ça, traîner partout. La ville est jonchée, les cadavres des vaches jonchaient la ville, un peu partout. Et ça sentait mauvais. D'ailleurs, j'ai attrapé une dysenterie amibienne parce que sans WC, avec les cadavres des vaches et autres qui jonchaient la ville, on était tellement exposés. Pour moi, qui arrivais du Cameroun, qui est un pays qui a beaucoup de cours d'eau, et où on a de l'eau, on a accès à l'eau potable très vite.
j'ai compris que, intérieurement, je me suis dit, certainement que c'est ici que ma femme se fera. Parce que quand j'ai été frappé par la dysenterie amibienne, j'ai cru que j'allais mourir. Je perdais beaucoup de sang, je maigrissais, je perdais beaucoup de sang. Et puis bon, heureusement, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, je ne dois pas quand même mourir comme ça. J'ai fait une lettre pour envoyer à mes amis en France. Et j'étais vraiment affaibli. Je suis sorti, j'ai rencontré une jeune Française qui pouvait avoir entre 19 et 20 ans. Nous nous sommes regardés. Et j'étais dans un état vraiment... dans un très mauvais état. Et je lui ai demandé si elle était française. Elle m'a dit oui, elle est française. Et elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit j'ai ce courrier que je voudrais que vous transmettiez. En tout cas, quand vous rentrerez, mettez-le à la poste pour Toulon. Elle m'a dit ah, ça tombe bien parce que moi j'atterris à Marseille et Toulon c'est à côté. Et c'est comme ça donc je lui ai remis le courrier et puis quelques temps après, les coups de téléphone ont commencé à parvenir à la cabine téléphonique dont j'avais indiqué le numéro de téléphone. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact. Mes amis ont pu rentrer en contact avec moi et m'ont fait parvenir 300 euros. Dans un premier temps, à Agadez. Dès que cet argent est arrivé, je l'ai pris et j'ai proposé. Parce qu'à Agadez, en partant des Inders, j'avais rencontré 3 autres Camerounais qui faisaient la route. Nous avons voyagé ensemble jusqu'à Agadez. Et eux, à Agadez, ils ont trouvé le travail comme footballeur. Dans Aigle d'Agadez, l'un, Raoul, comme infirmier. Alors, je proposais à Raoul, qui était infirmier, que nous continuions. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à Agadez, quand on arrive à Agadez ou au Niger, quand on entre au Niger, on sent la force du racket. C'est-à-dire que les policiers qui savent bien que les gens qui traversent leur pays partent pour des horizons lointains, africains, parce que tous ne vont pas forcément, ne visent forcément pas l'Europe, parce qu'il y a quand même une migration intra-africaine qu'on ne peut pas occulter. Alors, les policiers, donc, tout le long, dès qu'on entre dans le Niger, eux aussi exigent qu'on leur paye un impôt. Ça fait que le migrant qui n'a pas versé l'argent au chauffeur du passeur, comme j'ai signalé là, où je me suis arrêté à Zender, pour que lui rétribue les policiers, il le fera lui-même de sa poche. Alors là, il n'est pas sous la responsabilité du chauffeur. Donc, le racket est vraiment quelque chose d'institutionnalisé tout le long du parcours, que ce soit dans les pays de l'Afrique du Nord ou dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, quand on quitte donc, moi je quitte donc je vais donc quitter Agadez, j'arrive à Agadez le 7 février 2005, je le quitte je crois le 7 janvier plutôt, 2005, j'arrive à Agadez le 7 janvier 2005, je quitte de là, je quitte cette étape le 25 février 2005 pour aller en Algérie. Je paye un passeur parce que c'est comme ça là-bas, on ne laisse pas les migrants voyager par le réseau régulier des cars. Les migrants, chaque migrant constitue une manne potentielle. Alors, je n'ai pas souligné un aspect qui m'a beaucoup frappé dans cette ville d'Agadez, c'est qu'en 2005, nous rencontrons les migrants qui étions là-bas, rencontrions une mission de l'Union européenne qui était sur place pour dissuader les migrants de continuer leur parcours en leur demandant ce qu'ils accepteraient, contre quoi accepteraient-ils de rentrer dans les pays d'origine. Ceux qui faisaient semblant d'accepter, l'Union européenne leur versait 1 000 euros et les migrants ne rentraient pas pour autant dans leur pays. Ils faisaient semblant et puis ils continuaient leur parcours. Et quand je dis la frontière commence au guichet, elle ne commence pas simplement, comme on croit, elle n'est pas seulement une frontière physique, mais elle commence au guichet des consulats. Et on le voit bien, il faut faire le parallèle avec les guichets des préfectures ici, on voit très bien que la frontière commence au guichet des consulats, au guichet des préfectures. C'est là
que la frontière commence, la frontière administrative. On pense toujours, la frontière administrative et frontière physique se superposent et sont très bien articulées l'une à l'autre. Et c'est pour ça que je parle de la politique de l'embuscade. Parce que quand on regarde très bien les objectifs des États, ce n'est pas de faciliter la circulation des migrants. Non. Les objectifs des États, c'est de tout faire pour entraver la mobilité du migrant, de la migrante ou du migrant. Tout faire. On voit comment cela donne lieu à une productivité intense des actes administratifs pour empêcher le migrant de se sentir à l'aise. D'où cette idée d'impossible stabilité du migrant. Alors, pour continuer dans ce que je disais, je paye un passeur, il faut traverser le désert du Ténéré, le grand désert, l'un des plus grands déserts de notre planète Terre. Alors, je paye à Agadez, je vais voyager jusqu'à Arlit, je crois 200 et poussières de kilomètres, Arlit, là où il y a tout l'uranium du Niger, et après là-bas, des passeurs vont nous prendre pour maintenant entrer dans le désert. Je ne sais pas si vous me permettez, je peux lire la traversée du désert un peu, ou vous voulez que je brosse ça oralement? Mais parce que ça montre aussi, ça permet de voir un peu toute cette tension qu'il y a autour de la mobilité, parce que, hein, Isabelle, Jacques, est-ce que vous croyez que ce soit utile ou... Vas-y, Jean-Louis. Parce que si on n'a pas de temps... Dépeins la réalité. Parce que j'aime toujours vraiment... Alors, l'expérience de la traversée du désert. Au départ, nous évoluons sans crainte. Lorsque les montagnes de sable et les immenses espaces vides se présentent, nous réalisons alors notre vulnérabilité collective. Nous sommes serrés comme des sardines dans la Land Cruiser qui avale les distances dans un silence montrant que l'heure est à la méditation. La lutte pour la place est forte dans la voiture. Les pieds souffrent des crampes. Les bagarres interviennent parfois suite au malaise ressenti par cette façon d'être serré et ne pouvoir pas bouger, même un bras pour se gratter ne serait-ce que. Dans un français approximatif, le chauffeur lance des injures du type « Nègre, calmez-vous ou je vous abandonne dans le